La finalité, c'est quand même bien de laisser vivre le milieu tel que lui, il est capable en autonomie de se développer. Le débat, il est vraiment pas juste le visuel, les fonctionnalités. Je peux pas monter. C'est vrai que nous, on s'en fout puisqu'on monte très peu. Donc pour l'instant, c'est un passage tracteur, effectivement, depuis les dernières vendanges. Il y en aura un autre quand on sera passé avec les cisailles pour broyer les plantes, généralement quelques jours avant les vendanges. Et le dernier, c'est le tracteur qui tire les wagons avec les caisses. Et puis c'est de nouveau rebelote l'an prochain au mois de mai, quoi. Tout le reste, c'est pas Et d'intervention. les traitements, t'en fais un petit peu? Alors cette année, c'était que 1, l'an dernier, c'était 5. Et c'est ça, entre, il y a les fameux traitements. Donc 1, et par contre, là, c'était avant fleur. Okay. Chez nous, traditionnellement, c'est avant floraison, mais cette année, c'était presque déjà dans la floraison, parce qu'elle est venue tellement vite qu'on ne l'a pas vu venir, quoi. C'était vers le 20, 25, 21 mai, par là-bas. Donc, et puis comme il n'y avait aucun aspect mildiou, bah, c'est bon. Et puis comme ici, c'est pas une zone oïdium, voilà. Parfois, je dis, je le fais plus pour me rassurer. Donc pas de passage des cavaillonneuses, pas de... Ah, rien du tout. Alors là, c'est quand même au moins, je dirais, 10 ans ou plus de pas de compost, pas de semis, pas de travail du sol, rien. Quoi. Ah ouais. Le broyage du bois quand même? Broyage du bois, non, niette. Ils sont encore tous là, tu peux les chercher. Je les chope au moment du broyage avant les vendanges, ceux qui restent. Et puis il y en a quand même beaucoup qui se font emmêler dans les trucs. Alors la blague que j'ai toujours, c'est que ça sert à rien que j'achète des hôtels à insectes si je laisse mon bois, tu vois. Et après, ça sert à rien que j'achète un hôtel à insectes si j'ai pas de fleurs. Ça veut dire pas d'insectes. S'il n'y a pas le restaurant, je dis toujours, je vois pas l'intérêt de mettre un hôtel dans la cambrousse. Hein. Je veux dire, vous voulez bien aller dormir au gîte vu le chemin et tout, mais s'il n'y a rien à bouffer, ça sert à rien non plus. Ben, c'est pareil pour les oiseaux, les insectes et tout le reste. Donc c'est franchement, c'est des choses compliquées de passer de l'un à l'autre. C'est surtout long, mais ça change complètement le système. On pourra le chiffrer à un moment donné, pas seulement en nombre de passages, en coût, en surtout moindre résistance du système. Hein. Je ne sais plus s'il a effeuillé déjà ici, mais si en plus des années chaudes comme ça vous effeuillez bien, et là on a de nouveau des 35 à l'ombre la semaine prochaine, vous venez voir les vignes, hein, ça pendouille. Hein. Et donc bonjour la maturité des raisins, bonjour les vins issus de raisins mûrs et tout le cycle. Hein. Donc là c'est des choix, et évidemment souvent les gens vont prendre le même tracteur avec la même machine, la même faucheuse, le même machin, quel que soit le terroir. Or ici dans le village, on retrouvera cet après-midi à pied du leus, de l'argilo-calcaire, du galet de l'oligocène mixte, de l'oolite sur des marnes, du vrai calcaire coquillé, etc. Et il n'y a aucune raison pour que dans ces différents endroits, on ait le même parcours. Ici, c'est quoi? C'est sol fragile. On peut aller voir un peu les plantes. Maintenant, juste on fait un aller-retour. Hein. Comme ça, vous voyez encore un système un peu plus productif derrière. Donc, il a un peu moins de concurrence. Bon, le sol intéressant, il est en bas, on est d'accord. Il va continuer de descendre. Hein. Chaque fois qu'il y a un orage, c'est sympa. Parce que la minéralisation qu'il provoque, elle sert plus ici, au talus. En plus, c'est sympa pour ceux qui connaissent les tracteurs. Tu arrives, c'est bien penché. Tu as intérêt à faire gaffe dans ton virage. Sinon, tu te retrouves en bas. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment tout faux dans du grès, en tout cas. Tu vois, c'est une grosse pluie qui vient, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te met ton sable en suspension, y compris ce que tu pensais qui allait nourrir ta vigne, et tu le retrouves en bas. Bon, mais il y arrive quand même. Je ne sais plus s'il fait un apport ou pas. Et vous voyez tout de suite la flore du cavaillon. Bon, il a déjà travaillé au moins 4 fois, à mon avis. Hein. Il va repasser encore. Il y a le liseron, il y a le pissenlit, il y a des tas de trucs. On peut aller les chercher chez moi si vous voulez. Vous ne les trouverez plus. Donc l'intérêt d'avoir des vignes un peu plus vigoureuses, c'est que tu peux rogner plus souvent. Donc il a déjà bien rogné. Je ne sais pas s'il a effeuillé. Et là c'est un conventionnel ça? C'est un conventionnel? Alors je crois qu'il est entre les deux. C'est désherbé plus travail du sol. C'est possible, hein, c'est Steidel, je ne sais pas s'il est déjà passé en bio ou pas. C'est pas effeuillé encore. C'est pour cacher. C'est pas encore effeuillé, ouais. Mais bon, il y a déjà des années où ils effeuillaient, mais cette année c'est vrai que c'est mieux de ne pas effeuiller. Hein, à mon avis. Bon bref, on revient. C'est intéressant parce que là on ne peut pas dire qu'il y a un gros écart de terroir. Hein. Mais là, effectivement, l'objectif, c'est de produire du raisin, puisqu'il vend du raisin, il est payé, c'est 1 euro et quelques le kilo, quoi. Hein, donc, il n'a pas le choix, il faut qu'il atteigne quand même, je pense, au moins les 60 hecto-hectares. Pour moi, un terroir de grès à 60 hecto-hectares, c'est vraiment impossible. C'est pas possible, en tout cas en tant que vin de terroir. Donc, on revient sur du bio plus classique.
Donc là, ce sont quand même des itinéraires techniques assez lourds, hein. Il y a sans doute, au total, il y aura entre 10 et 15 passages tracteurs, indépendamment des traitements de plus, hein. Donc c'est du temps, c'est du matériel, c'est des coûts. Il aura sans doute un rendement un peu plus grand. L'idée, c'est que je préfère privilégier le cep bas pour laisser au moins 2 mètres de végétation entière. Je vise toujours l'arrêt végétatif qui devrait à mon avis être un de ces 4, hein. Je pense qu'avec le coup de chaud la semaine prochaine, la vigne normalement elle arrête de faire des feuilles et des branches. Mais je le vise sans perturber la croissance. Et tant que la vrille est au-dessus de la dernière feuille, on n'est pas en souffrance hydrique. Hein, c'est un système très simple à se retenir. La vigne c'est comme un grimpeur, un gars qui fait de l'escalade, elle prend d'abord la prise et après elle se met au-dessus, tu vois. Elle ne fait pas l'inverse. Elle n'est pas bête non plus, quoi. Elle sait bien qu'elle doit s'accrocher sinon elle retombe. Donc c'est des signes visuels intéressants. Je ne sais pas chez Joseph, je pense pas qu'il y ait de... Bon, je ne sais pas si c'est parce que c'est rogné, on voit parfois des feuilles sans vrille, mais je pense que c'est parce qu'il a rogné, quoi. Donc moi j'aime bien rien que ça, regarder une vigne, elle a les vrilles qui sont au-dessus, donc c'est qu'elle est encore dans cette phase de croissance et qu'elle n'est pas en souffrance non plus. Hein, donc ça pour moi, le premier regard de la plante, c'est comme un éleveur qui regarde sa vache. Il sait d'avance avec la couleur du poil, le sens du truc, ça va pas. Et donc après? Et après on laisse comme ça. Et là l'herbe, il n'y a eu aucun semis? Aucun semis, rien du tout. Chez nous c'est que de la végétation spontanée. Hein, donc par contre ce qui existait dans le village et beaucoup c'était des semis de graminées. Et là il n'y a pas trop de concurrence là Ben, pour moi non. Pour moi c'est l'équilibre normal, hein. Le trop c'est par rapport à quelque chose. Si c'est par rapport à une couleur de feuille vert foncé qui voudrait dire trop d'azote pour moi et qui ferait que ton raisin ne sera pas mûr, si c'est par rapport à un rendement qui ne serait pas celui du lieu, tu vois, alors nous on inverse tout. Il faut comprendre qu'on inverse tout, on n'a aucun rendement à atteindre. Vous savez quand ils font les enquêtes phyto, tout machin, quel est votre objectif de rendement? Je dis toujours bah, c'est celui du terroir. L'idée, et c'est vrai que j'ai commencé très tôt, dès 2003-2004, c'était de voir à quelle vitesse les plantes que je connaissais dans chaque endroit allaient revenir. Parce que j'avais fait mon herbier d'agro dans ces collines quand j'avais 20 ans, donc c'était en prépa, et donc je savais un peu les styles de plantes que je pouvais trouver. Et quand j'ai repris le domaine donc en 2001, c'était classique, un peu comme à côté, quoi. Et il y avait encore du glyphosate, c'était pas travail du sol. Donc l'idée c'était de voir à quelle vitesse ça se reconstitue. Par contre ça c'est moi qui l'ai planté en 2009, donc on va monter et la vigne qui est plus loin, qui paraît presque un peu plus chétive, c'est une vigne qui a au moins 20 ans de plus que j'ai reprise. Ça aussi c'était intéressant de voir entre des vignes existantes et des vignes que je plante dans un système dès le départ, comment le comportement va se faire. Pour ceux qui lisent ou qui ont lu un peu Fukuoka, ils savent très bien qu'on préfère nous laisser les systèmes racinaires se faire, plutôt que de les booster jeunes et un peu fragiliser, perturber, en tout cas perdre de la résistance au profit de la croissance. Si on accepte qu'une vigne vive au moins sur 100 ans, voire un peu plus quand même, on peut considérer que les 8 premières années, ce n'est pas une fin en soi que d'arriver à 3 ans à 80% du rendement et à la 4e feuille, plein pot, 80 hectos. Hein. On peut y arriver, franchement, c'est aucun souci, seulement après il y a de la fragilité, il y a un enracinement superficiel. Une chose que je donne toujours comme exemple, c'est travailler le sol, c'est super. En milieu grès, vous minéralisez le peu de plantes qu'il y a, vous nourrissez la plante, mais vous êtes sur un cycle très court, vous stockez rien du tout. Et nous, au contraire, j'étais toujours parti sur l'idée d'un sol vivant où j'ai une couche humique importante, maintenant une super réserve, et j'attendais que cette réserve d'elle-même puisse être mobilisée par les systèmes vivants, que ce soit ce qu'on appelle les mycorhizes, enfin toutes les strates intermédiaires, qui vont du système aérien jusqu'à la racine qui absorbe des minéraux qu'elle envoie dans le système. Ça prend du temps, mais une fois que vous avez ce niveau dans la baignoire, ce n'est pas le epsilon qui sort qui va jouer sur le niveau. Quand vous n'avez rien dans la baignoire, si vous ne remettez rien dedans, vous êtes à sec. Et c'est ça la grosse différence. Et pour obtenir ça dans la baignoire, il faut du temps. C'est des calculs qui peuvent se faire, que j'ai observés, mais suivant les terroirs. Le grès étant très peu humide, très peu intéressant pour stocker, ça prend plus de temps encore. Ton modèle économique, excuse-moi de parler de ça, mais le modèle économique de base, il varie un petit peu. C'est-à-dire que si on part sur un modèle de ce type, en fait, on se retrouve à avoir un modèle économique qui est sur un beaucoup plus long terme avant de pouvoir se dire
tirer. Le durable, te dirait Husson, c'est le stationnaire, pas la croissance. Et c'est vrai en matière financière et économique aussi. C'est là que je te contredis un petit peu. C'est-à-dire, je comprends que pour rentrer dans le système stationnaire, tout le monde voit de quoi je parle. C'est-à-dire, pour avoir à un moment donné un système qui est en équilibre, qui s'auto-nourrit, qui s'adapte au millésime, qui te traduit un terroir vivant autonome, effectivement, il y a une énergie pour rentrer dedans. Mais si tu veux maintenir ce niveau d'énergie pour artificiellement avoir ton truc, on sait que tu es dans une impasse qui fera que dès que ton pétrole augmente, dès que ton tracteur te revient cher, je ne parle pas de la main-d'œuvre qui est devant nous, tu vas vraiment te retrouver dans un goulot. Moi, c'est celui dans lequel je ne voulais pas entrer en 2001. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, j'étais directeur d'un centre de gestion agréé. Donc, je voyais très bien économiquement quelles entreprises se coinçaient progressivement. Et aujourd'hui, d'anciens clients qui sont des collègues, qui ont plus de 40 hectares, ils me disent qu'on se porterait mieux à 15. Moi, je le savais. Sauf que quand vous passez de 20 à 40, le banquier, il est content. Puisque chaque année, il vous dit besoin en fonds de roulement, bah ouais, je vous prête ça, je vous prête ci, je vous prête ce truc, et tu utilises ce truc qu'on te prête pour payer les impôts et tout ça. Sauf qu'une fois que tu as 40 et qu'il faut payer les impôts, là, tu n'es pas bon. Parce que c'est une espèce de fuite en avant dans la croissance économique qui fait que tant que tu montes, ça marche bien. Quand tu descends, ça marche bien aussi, parce que tu as de la trésorerie, mais tu n'as plus rien après. Moi, ce qui m'intéressait toujours, et déjà en tant qu'étudiant, c'était le stationnaire, ce qu'on appelle aujourd'hui du durable. C'est-à-dire des systèmes avec peu d'intrants, les sorties qu'il est capable de générer. Hein, c'est peut-être un peu physiocrate pour ceux qui voient ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on considère que la richesse, c'est le vivant qui l'a fait, et c'est pas moi avec mon tracteur, ma technique et mes engrais. En vin, je trouve ça assez adapté, et on pourra en rediscuter. D'une manière générale, en culture pérenne, c'est relativement adapté. Parce que on verra les aspects chiffrés. Ce que je vous propose, c'est on monte un truc et on redescend un autre. Donc ça, c'est. Oui. Question. Oui. Quand tu as planté. Oui. Quand tu as planté. Oui. Pareil, tu as laissé parce que bon. Ah oui, c'était un bordel monstre. Ouais. Parce que là, mais ils ont réussi hein, quand même à. Voilà, ils ont réussi. T'as pas eu beaucoup de pertes? Non. Écoute, là-dedans, j'ai rien replanté pour l'instant. C'est vrai? Donc ceux qui ont crevé, bah, ils ont crevé et il n'y en a pas tant que ça. J'ai rien replanté. L'idée, c'est la foi. Là, il faut avoir la foi en se disant la vigne, elle sait vivre ici. Bon, ça, il n'y a pas que la foi, puisqu'il y en avait déjà au 8e siècle, donc c'est qu'elle sait vivre ici. Et après, c'est patience. Je veux un vin d'ici et je considère que si la vigne est capable de s'enraciner et de se nourrir et de grandir et de devenir adulte petit à petit à son rythme dans ce milieu-là, j'aurai une réponse de ce milieu-là. Et je ne serai pas dépendant parce que je l'ai toujours gavé, boosté, choyé, à venir chaque année la choyer, la booster, le machin. Mais là, quand elle est petite, tu risques d'avoir des arbres qui sont plus Ah oui, justement. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'elle essaye de grandir pour passer au-dessus. C'est logique, hein. Après, c'est quand même de la projection. Je pense que tous les vignerons qui ont une petite expérience derrière eux, ils savent comment un pied de vigne réagit. Si aujourd'hui c'est 3e feuille, autrefois c'était entre 7 et 10 ans. Les gens, ils savaient très bien que la vigne, elle n'allait pas répondre comme ça parce qu'on l'a plantée à 3-4 feuilles. Hein. Tout le monde sait ce que c'est la feuille, hein. C'est l'année je plante, première feuille, etc. Quoi. Donc, mais ça, c'est vrai que c'est un choix. Et je pense que c'est un choix relativement déterminant. Et pour l'environnement, que de ne pas faire le labour profond, le machin, le truc, la fumure de fond, parce que je m'éloigne du terroir. Et après, je repars à zéro en végétation. Puisque pour que l'origan revienne, le machin, le truc, il faut que les 3 ans de panique amarante, kénopodes, liserons, s'auto-détruisent. Ce qu'ils font, hein, ça marche. Ça marche, mais c'est idiot de repartir déjà à 4 ans avec de la végétation foireuse, quand tu as déjà mis 7 ans pour l'avoir, et juste pour avoir une vigne qui fait plein de raisins la 4e feuille. Mais c'est des choix que chacun doit peser, hein, et ça dépend, est-ce que vous faites votre calcul sur 30 ans ou est-ce que vous le faites sur 5 ans? Alors, je ne sais pas si tu vis encore 30 ans, je te le souhaite, ou 40. Hein. Donc, est-ce que tu acceptes de bosser? À quel âge tu commences alors? Voilà, c'est ça. Ben, moi, j'ai commencé tard. Hein. Mais comme j'étais déjà un peu sage, je me suis donné 10 ans. Donc, parfois, quand tu es jeune, tu es plus pressé et tu as moins de sagesse ou de recul, en tout cas, ou tu peux moins encaisser aussi les chocs. Ça fait que, je dirais, 5-7 ans que les collègues, ils reconnaissent que mes vignes, elles sont vertes et qu'elles poussent. Parce qu'il y a encore 10 ans, ils disaient, elles vont crever. Et c'est vrai qu'elles tiraient la tronche, notamment les vieilles, elles n'aimaient pas trop ça. Chose intéressante dans le non-travail du sol, c'était, notamment ça se voit dans la vieille vigne, c'était l'homogénéité qu'on gagne. À part la source là ici,
Sinon, très souvent, dans les systèmes très classiques, vous avez un bas de rangée très vigoureux, avec des raisins pourris sur les 2 premiers pieds. Et puis pareil, en haut, relativement vigoureux, parce que la pente est plus douce. Et au milieu de pente, c'est-à-dire sur le talus, on l'a quand même un peu, ça tire la tronche, quoi. C'est-à-dire que là, c'est sec, parce que chaque fois que je travaille et que je fauche, c'est là que j'arrase. Et donc je me rapproche du caillou, et c'est le seul truc qu'il y aurait un peu bon, ben, je l'emmène. Et comme vous l'avez vu, ça se retrouve en bas, quoi. Tandis qu'ici, il y a quand même toute ma végétation qui stocke, qui bloque, qui maintient, qui fixe. Et donc la vigne, elle a de quoi trouver aussi, même si elle est sur la zone un peu plus maigre en sol. Tu vois. Et tu n'utilises pas de moutons ou d'autres... Non, je ne suis jamais trop pour les animaux. Disons si, ici il y a par exemple 2 chevreuils qui naissent chaque année, je les ai encore vus la semaine dernière. Donc la mère, elle vient toujours par là, elle les met bas dans les ronces, c'est pour ça qu'on enlève les ronces plus tard. Eux, ils sont vachement bien sous les ronces. Et ils gambadaient encore là-dedans il y a 15 jours. Et ils bouffent pas les... Ah non, non, parce qu'ils préfèrent sans doute l'origan ou la coronie ou je ne sais quoi. La vigne, ça les intéresse pas vraiment. Donc là, la zone ronce, elle est quand même vachement vigoureuse. Hein. Et on n'a rien mis. Pour ça, je dis, si j'avais mieux connu la parcelle, parce que c'est une parcelle qu'on a rachetée en 2009 et je l'ai replantée, ou 8 et je l'ai replantée en 2009, j'aurais peut-être planté un arbre là, à la place. Ouais. Donc là, tu vois où passent les chevreuils, tu vois. Ouais. Là, le chemin, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bah, celle-là, elle est de 2009 par là. Ouais, là, c'est dangereux, ça. Il y a encore un peu des ronces. Il y a un moment où... Et Bruno, ouais. il y en a qui passent le rouleau PACA, là, ouais, est-ce que ouais. tu es pour ou... Faut avoir le temps de le faire, hein. Ça fait un passage machine en plus, ça m'apporte pas grand chose. Ici, à part les ronces, je vois pas de végétation qui gêne la vigne, hein. Que ce soit l'origan, les trucs, les machins, vous verrez en descendant, on fera plus un peu d'herborisation cet après-midi. Mais moi je vois pas en quoi ça gêne la vigne si elle monte à 2 mètres, qui est, bon, la potentille on l'aime pas spécialement, mais le gaillet c'est pareil, le gaillet il gêne personne, hein. Franchement je vois pas ce que ça embête, quoi, la plante. On a mesuré pendant 15 jours, je dois avoir l'étude, les entre-nœuds chez moi et chez des voisins. Je fais toujours les choses avec comparaison, toutes choses par égale ailleurs, même cépage, juste un autre profil. On a pu montrer mathématiquement qu'on avait une régularité de croissance, malgré la pluie, le sec, le machin. C'est notamment sur deuxième moitié de juin, il y avait une petite période de sécheresse. On a vu le stop chez les voisins, et nous on était toujours encore epsilon bien, quoi. Donc ça c'était intéressant aussi, donc je réponds là-dessus, parce que justement le Riesling qui pousse de manière homogène, lente, si on lui place le 3e fil au bon endroit, il s'accroche, il va céder pour aller au 4, il va céder pour aller au 5, et tu arrives, tout est déjà rangé. Tu vois, t'as rien à faire. Après les pinots c'est autre chose. Mais bon, là il y a du boulot, ou les Gewürz. Mais prenons le Riesling, je crois qu'on a 2,5 hectares. Si tu comprends bien ta plante, et c'est pour ça que je pars très bas, parce que le gars qui ne veut pas se baisser au vendange et qui fait des trucs à 1 mètre, voire 1,10 m, bah lui il reste 80 cm pour faire 2 mètres ou 3 ou 4 mètres de branche, c'est sûr que ça ne va pas aller. Il va devoir, surtout si derrière il booste, là c'est plutôt 20 mètres de branche à ce moment-là, qui ne saurait de toute façon pas manager. Donc ça c'est ce rapport à la plante, comment elle peut trouver son truc sans que nous on soit trop dépendants et sans qu'on la force. Donc ça va dans les deux sens. Moi j'ai choisi une voie un peu extrême pour un tas de raisons, parce que j'aime bien aller au bout de mes connaissances ou de mes intuitions, enfin mes ignorances on va dire plutôt. Et ce qui m'intéresse c'est d'apprendre des choses à partir de, on va dire, d'un message fort, en tout cas d'une intuition forte. Et l'intuition c'était ça. Chaque milieu a son économie au sens large du mot, environnemental, faunistique, floristique, et a son équilibre gustatif, de texture, de vin, quoi, sa signature si on veut dans le vin. Donc si je veux obtenir ce résultat, il ne faut pas que je perturbe trop, en tout cas le moins possible ces équilibres-là, justement pour rechercher les différences et pas homogénéiser.
Autrement dit, entre le lien au tracteur ou le lien au terroir, j'ai choisi le lien au terroir. Et ça suppose que le terroir soit vivant et entier. Parce que les plantes de campagne, que ce soit Ouais. l'origan, la tanésie Ouais, ou même la Oui, saponaire. oui, les saponaires, c'est étonnant qu'il y en ait. Ouais. Ouais. Mais du coup, c'est quand même un peu lié au pH aussi, c'est-à-dire Oui, que, oui, oui, bien sûr, que- j'ai pas les mêmes. Ici, voilà. c'est le seul endroit où j'ai de la consoude. Voilà, je l'ai vu aussi. Mais ouais. que ce soit lié au pH, ça c'est une approche universitaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus que ce soit de la consoude. Oui, Tu vois, mais que je sais qu'elle pousse pas là-bas, ou l'aristoloche, elle pousse là-bas et pas ici, donc ça me suffit. ouais, mais à partir du moment où c'est le lieu qui t'intéresse, Ouais. forcément, enfin, comment dire, ces plantes de Ah, elles campagne. sont spécifiques. Voilà, Au bout d'un moment, elles elles sont sont de vraiment plus en plus spécifiques, tout à fait. Toutes Ouais. ces plantes qui, notamment par leur spécificité liée à un terroir, poussent dans les vignes, interfèrent avec les goûts, notamment en fin de parcours par les parties aromatiques qui se déposent sur les pruines. Tout à fait. Hein, donc c'est un gars, il m'avait écrit tout un truc là-dessus, parce qu'il connaissait nos différents terroirs. Il disait c'est quand même impressionnant de voir qu'au bout d'un moment, la flore de tel endroit est en lien avec les arômes que lui il perçoit. Nous on le remarque moins parce qu'on a d'autres critères, mais c'est évident que tu travailles à ça aussi. Et ce système-là milite pour le fait qu'il faut penser toutes les strates, c'est-à-dire Oui. peut-être d'abord penser, enfin imaginer l'herbe, ce qu'on voit pas. faire avec l'herbe. Surtout tout ce qu'on ne voit pas la avant vigne, même. Et là, ouais, c'est ça. Pour moi, le 50-50, c'est 50% ce que je vois, notamment si la vigne elle est contente, heureuse, elle se porte bien. Et moi, j'ai pas besoin d'une couleur vert foncé. Je sais pas s'il y en a qui ont un teinturier, enfin, comment on appelle ça, un pantone là. Et ils vont dire, ah, ça manque un peu d'azote. C'est ce que m'avait dit un mec de là-bas, quoi. Mais sauf que c'était un jour avant les vendanges. Après, il n'y a pas que la chlorophylle comme système pour faire fonctionner la plante et lui faire de l'énergie. Il y en a d'autres. C'est plutôt nous, par nos pratiques excessives en azote, qui obligeons la plante à fonctionner dans ce mode-là. C'est-à-dire dans la pompe à flotte, qui fait des grosses baies bien diluées, avec des peaux très fines, bien fragiles, et qui fait que comme tu es obligé de couper les branches, parce que sinon ça ferait 20 mètres, ton raisin ne sera pas tout à fait mûr. Donc il faut acheter les vitamines, il faut acheter les trucs, quoi. C'est un tout, on le verra encore pour des aspects plus théoriques et dans la journée gustativement ce soir. Je ne peux pas vous expliquer comment j'y suis arrivé petit à petit, mais ce n'était pas tout connu au départ. Au départ, il y avait des choses simples, c'est mon village, je sais que c'était un village hyper connu, je sais qu'on a des terroirs intéressants, j'ai mon approche scientifique là-dedans, je laisse le doigt dans l'engrenage du vivant. Les orchidées, c'est 2007-2008, elles arrivent, tu dis, je revois les ophrys, je vois les orchis, je vois ci, je vois ça, c'est bien. Je vois surtout qu'il n'y a plus de panique amarante, kénopode, machin, tous les trucs qui pendant les 3 premières années, voire les 5 premières années, tout le monde te dit mais c'est dégueulasse ton truc. Tu vois, parce qu'au début, tu n'as que des circes. Par exemple, la plante qui m'a gommé les circes dans les zones organiques en calcaire, c'était une gesse. Une gesse Afaca, elle n'a pas de feuilles, donc c'est que des spates, Afaca sans feuilles. Et elle a gommé, juste parce qu'elle est très dense, elle a gommé les circes. Alors qu'à un moment donné, tu te dis, mais comment je vais me débarrasser de ci ou de ça? Pareil pour les ronces, tu te dis à un moment donné, mais c'est quand que les ronces, elles partiront, quoi. Je pense qu'elles partiront pas. Du coup, j'accepte qu'elles soient là, parce que je sais que tant qu'il y aura de l'eau qui passe ici, il y aura des ronces sur la coulée. Et c'est pas non plus toute la parcelle, et c'est pas plus grave que ça. Là encore, quand tu n'es pas dans ce système où tu reviens à zéro chaque année, parce que tu fauches avant que les graines se fassent, parce que tu retournes chaque fois que ça dépasse. Et donc en fait, tu restes dans la première marche de l'escalier. Une fois que tu acceptes comme ça, que tu te fasses un peu porter par le millésime et par le terroir avec sa capacité de vivre ce qui nous attend en termes de changement, d'empreinte, climat et tout ça, tu vois que le système, il va quand même aussi petit à petit se trouver un système en tout cas, il ne sera pas dans le stop and go. Il ne sera pas dans le système où si là-bas j'avais en plus effeuillé, vu que peut-être on peut demander le droit d'irriguer, je dirais ce serait quand même mieux que je mette du goutte à goutte. Tu vois. On n'est pas dans ces schémas. Mais c'est vraiment deux voies qui vont, à mon avis, dans les 10 ans qui viennent, complètement se séparer. Et dans ton schéma, là, est-ce que ça impacte le travail de la taille de la vigne, le travail de l'ébourgeonnage, le travail de... Ébourgeonnage, on ne fait pas. Épamprage, on ne fait pas. Non, ici, il n'y a pas eu d'épamprage. Non. Mais une vraie vigne bien implantée, notamment nos vieilles vignes, elles ont 0 pampre. Généralement, je ne sais pas comment vous interprétez les pampres, mais les pampres, pour moi, c'est qu'en haut, ça merde. Et en bas, ça pousse trop fort. Donc la vigne, elle ne la poussait pas derrière, et puis je ne sais pas où ça sort, donc ça sort quelque part, c'est-à-dire au-dessus du point de greffe, quoi.
On voit bien que c'est des vignes très vigoureuses où parfois tu as une rosette de pampre en bas. C'est sûr que tu as intérêt à passer avec tes balais, sinon tu passes des journées et des journées à les dégommer, quoi. Mais on verra, cet après-midi on sera à pied dans les vignes, j'ai 0 pampre. Et pour la taille du coup? La taille chez nous c'est un système volontairement très tardif, hein, donc on commence généralement, on veut dire début février, mais on n'arrive jamais avant le 15-20 février. On a dû finir de tailler le 20 mai, généralement c'est le cas. Hein, on ne regarde pas du tout la lune, hein, tous ces trucs-là, on ne tient pas compte, mais en Alsace, on avait toujours les repères Pâques. Les Pâques, premier dimanche après la première lune, pleine lune de printemps, et généralement la semaine après Pâques, la semaine après la semaine sainte, comme on dit chez nous, on arrive à finir. Donc ça décale aussi dans l'année en fonction de ce que nous on peut faire. Mais cette année, c'est qu'on a fini de tailler, c'était, je sais pas, vers le 10 mai. Et on a fini d'attacher juste avant ça. On reste sur une taille classique. Ouais. Ouais, alors je retiens quand même l'idée que chaque fois que vous coupez quelque chose, que ce soit bien sûr, le pire c'est au mois d'octobre-novembre, quand ils taillent, ils pré-taillent et ils explosent les bois, et quand ils taillent en décembre, sans les flux de sève, ils ne se sont jamais posé la question pourquoi la vigne elle goûte quand même seulement en avril-mai. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre le moment où ils ont explosé le pied en décembre, où il n'y a pas de sève, c'est super, ça goûte pas. Parce qu'ils disent, ouais, tes vignes, elles pleurent. Bien sûr qu'elles pleurent, sauf que tu viens le lendemain, elles ont fini de pleurer. Et là, quand je travaille en flux de sève montante, la cicatrisation est évidente et immédiate. Quand tu pré-tailles et tu tailles, il y a 0 cicatrisation, puisque c'est comme ça. Et donc, tu as X mois avec d'abord, je ne sais pas combien de blessures, après encore une fois, je ne sais pas combien de blessures, et encore une fois, je ne sais pas, une blessure au moins par arcure, puisqu'ils refont une 3e taille au moment où ils mettent la baguette à la longueur, pour enlever ce qui dépasse. Nous, on fait tout en une fois à la longueur en fonction du pied et puis on l'embête plus. Et après, on ne vient pas tailler, exploser, machin, pré-tailler, rogner, effeuiller, tout ça. Tous ces stress oxydatifs, pour ceux qui ont travaillé dessus, ça mobilise quand même chaque fois la plante pour soigner, pour stopper, pour cicatriser. C'est des stress oxydatifs globaux, hein, et donc ça vieillit la plante. Hein. On est désolé, ça revient à ce que j'ai dit hier soir pour le vin. Hein. Donc on fait un vieillissement accéléré de la plante. En plus, on la fragilise parce qu'au lieu de mettre ses vitamines, ses enzymes dans le fruit, bah, elle l'utilise déjà pour refaire les feuilles qu'on lui pique et essayer qu'il n'y ait pas plein d'intrusions. Hein. Je prends souvent l'exemple, je te coupe le doigt une fois, je reviens la semaine prochaine 2 fois, 3 fois. Chaque fois, tu vois, tu as mal. Bon, voilà. Je ne projette pas du tout le débat humain sur la plante, je sais juste que ce sont des mécanismes complexes de cicatrisation, de fragilisation. Il y a de la sève et derrière, si on laisse ces mécanismes entiers, la plante elle déroule plus facilement sa physiologie que si on les perturbe. Et si on l'oblige à mobiliser ses défenses, ses réserves pour contrer des blessures que tu lui fais. Tu vois ? Donc d'où la taille tardive, très tardive on va dire même, et d'où après plus rien. Plus de blessures jusqu'au vendange. Un Riesling mûr, ça se cueille, et ben nos Riesling, vous les cueillez. Pas besoin de C4. Donc on est à ce qu'on appelle la déhiscence physiologique de la plante. Donc ça veut dire que c'est le moment où la plante, elle dit, bah, c'est bon, la grappe, elle peut dégager, elle a tout ce qu'il faut, elle a les vitamines, elle a les enzymes, les pectinases pour que la peau, elle s'ouvre, pour que le jus, il coule, que la bestiole ou l'humain que je paye pour me transporter le pépin trouve son jus. Et puis moi, en tant que pépin, je vais pouvoir me balader et me ressemer ailleurs. Vous voyez ? Si on se met dans la tête de la plante, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mais si tu es obligé d'arracher un Riesling, c'est pour ça, nous, on ne peut pas vendanger à la machine, parce que encore le Riesling, ça marcherait, mais nos grappes sont tellement petites que la machine, elle ne peut pas les faire tomber. Elle resterait accrochée. Par rapport à ce qu'il disait sur la pression de l'avifaune sur les premiers rangs, Ça fait partie du truc. Ah, tu les protèges pas. Bah non, ils ont aussi le droit de bouffer quelque chose. Je leur demande juste de me laisser quelque chose, tu vois. Parce que bon, ça me fait rire de protéger. Donc ça, c'est un débat chacun avec lui-même. Hein. J'oblige personne à laisser manger ses raisins par les oiseaux. Mais je considère que globalement, on a peu de dégâts. Ces mêmes oiseaux, je vois les bruants, les machins, les trucs, ils me bouffent aussi des insectes puisqu'ils passent en mode carnivore pendant la période de nourrissement, par exemple. Donc ce sont souvent des oiseaux qui, à d'autres moments de l'année, font du job pour moi, comme les lézards ou d'autres trucs. Donc j'accepte qu'à un moment donné, ils aient un petit retour. C'est comme le woofing par rapport aux salariés, quoi. Moi, je fais pas de woofing, je les paye avec des raisins. J'ai rien contre le woofing, les gens font ça. Ouais. Ils vont pas au-delà des 3 premiers rangs. Rarement. Bah, c'est effectivement ce qu'il expliquait. C'est vrai que j'avais jamais fait ce lien précis. Mais je pense que les oiseaux à découvert ici, de toute façon on l'a vu là cette année, c'était vraiment impressionnant.
Souvent les faucons, les machins, les trucs qui sont au-dessus. J'ai des perchoirs dans les vignes, on regarde les pelotes en dessous. J'ai dû ramasser des pelotes de Grand-Duc dans mes vignes. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu hier soir derrière. Donc ils se méfient quand même. Hein, ils se méfient quand même. Alors je pense que c'est des petits oiseaux qui arrivent juste à se piquer une petite baie, quoi. Et comme nous parfois on n'a que 3 baies, c'est fait vite une grappe, quoi. Donc c'est pas des grands vides. De toute façon l'oiseau il est pas con, il mange qu'une baie et puis tu as toute la grappe qui est foutue. Ce qui arrive moins chez nous, parce que les grapplages comme ça dégouline moins et ça sèche plus vite. Donc on a peu de pourriture liée par exemple au moment où les baies éclatent. À force d'observer, à force de voir les raisins qu'on obtient, on décèle énormément de petites fonctionnalités. Et j'ai commencé sur le site à faire des listings complets avec des passants, avec des visiteurs, avec des scientifiques, avec tout ce qu'on veut, avec des vignerons aussi. On voit bien que c'est un tout. Et plus on laisse ce tout s'affirmer, plus de manière très fine on observe des petits mécanismes. Mais c'est sûr que partir de la page blanche pour obtenir un système en équilibre comme ça, où toi tu as une certaine sérénité, c'est du temps et c'est, je sais pas, beaucoup de travail sur soi, je pense, avant tout. Hein. Les araignées, c'est rigolo chez nous, elles changent de lieu en fonction de où il y a à manger. Donc là, pour l'instant, elles sont au sol. Et dès que les raisins commencent à mûrir, elles grimpent près des raisins. Donc et elles sont à l'entrée de la vigne, au sol. Et puis tu as les grosses là qui font les grosses toiles en plein début de rangée. Quoi. Donc ça c'est très rigolo. Donc tu as plein de moucherons dedans, des roseaux aussi. Et donc ça, il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens que ça gêne pour travailler. De toute façon, les gens normaux, ils me disent, est-ce que tu peux marcher dans tes vignes? Quand j'ai les classes du CFPPA qui viennent chaque année, là, il y en a, c'est des rigolos. Ils me disent, est-ce que je peux marcher parce que je risque de tasser le sol? Je lui dis, bah, tu te mets à 4 pattes, ça tasse 2 fois moins, quoi. Il faut toujours une bonne réponse. Et l'autre qui dit, est-ce que ton fils il est d'accord avec ça? Je lui dis, ouais, je sais que je suis un vieux con, mais peut-être que dans 50 ans, tu comprendras que c'était pas si con que ça, quoi. Ouais, les gars, ils lisent tout à l'envers parce qu'ils pensent que ça, c'est du retard. Pour moi j'ai l'impression que c'est un peu de l'avance. Parce qu'il m'a fallu quand même 10 ans pour l'avoir. Mais bon, voilà, tout est à l'envers et effectivement on peut marcher dans la vigne, dès qu'on a 2 jambes on peut marcher. Ce qui voulait dire qu'il ne faut pas que ça raye la peinture du tracteur, généralement je dis oui, effectivement ton tracteur il va prendre un peu une rayure. Les C'est vrai, apex, tu les tresses ou tu pas les du laisses tout, je les laisse le plus longtemps possible. laisser? Je n'ai pas parlé à André, mais ce que je crains toujours c'est le démarrage des entrecœurs. Dès lors qu'on n'est plus dans le système apical. Uniquement quand on coupe normalement. Quand tu coupes aussi, mais après, tout le monde sait qu'une branche que tu mets comme ça, la vigne elle va faire ça. Parce que la vigne elle ne veut pas pousser comme ça. Tu vois. Donc est-ce que tu pas hormonalement, pour moi hormonalement, tu as des phénomènes d'oxine qui vont se dérouler autrement. Hein. C'est comme ça qu'on fait des mises à fruits. Et donc tu auras au moins un départ comme ça. Mais bon, ça dépend des cépages hein, de toute façon. Généralement avec ma vigueur, la chance qu'on a c'est qu'avec notre vigueur, grosso modo, on s'en sort. Donc ça c'est le système le moins vigoureux. On verra des systèmes beaucoup plus costauds. J'ai une classe qui vient chaque année, je leur fais mesurer les branches. Avec leurs profs, c'est des terminales. Et donc là-bas c'est des 14 mètres, celui qui a la branche la plus longue. Comme nous on ne fait pas de prétaillage même quand ils viennent en novembre, c'est facile. En plus les vignes sont très accessibles. Le couvert il est à peu près broyé. Et puis ici. Ouais. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de vous le montrer cet après-midi, mais l'an dernier j'ai fait des coupes de bois. Des coupes de bois. Donc pareil chez moi, chez les voisins, toujours toutes choses égales par ailleurs. Et donc c'est le diamètre relatif entre la partie phloème, la partie xylème et la moelle. Donc on faisait 4 mesures avec l'épiderme, entre l'épiderme et le phloème. Et la fin du phloème, comment ça s'appelle la zone où les tissus vont vers le haut, quoi. La partie bois, xylème et la partie moelle. Donc on avait 4 diamètres et on les comparait dans le temps pour chercher, alors c'est ce qu'on appelle l'histologie de la véraison, c'est-à-dire comment les tissus de la plante vont changer lors de l'arrêt végétatif. Parce que je pars toujours comme ça, je pars de choses que je vois, les gens sont toujours étonnés que nous on puisse bouger les branches dans tous les sens et qu'elles ne cassent pas. Voilà. Bon, parce qu'on est plus tard, parce qu'on pousse plus lentement, plus régulièrement, donc on a de la résistance. Comme j'étais aussi pépiniériste, je voyais que nos bois qui avaient très peu de moelle, quand je les greffais, ça marchait vachement bien.
les trucs des clones bien gonflés où il faut effectivement 80 hecto-hectares, tu as un paquet de moelle comme ça qui évidemment n'est pas très efficace en soudure, quoi. Ça fait pas beaucoup de cellules indifférenciées la moelle, ça en fait pas du tout, je pense. Donc tu as un gros paquet de moelle comme ça qui donne pas de résistance physique. Et donc rien qu'en mesurant comme ça mes diamètres de bois, je vais le refaire un petit peu là, la semaine prochaine avec l'étudiante, on se rend compte qu'on a des proportions de bois, ce qu'on appelle le bois, beaucoup plus importantes et presque pas de moelle dans nos tiges. Donc on a une résistance à la cassure et physique qui est liée au fait qu'on ne booste pas. Les gars, je constate qu'avec leur pratique, plus ils sont organiques, plus ils sont productifs, plus ils font de la moelle et presque pas de bois. Et ça déjà rien que physiquement, c'est pas super. Et évidemment, tu favorises cette phase végétative de la plante qui est la première moitié du cycle du raisin et pas la deuxième qui est normalement la phase de mûrissement. Tu as un tel élan avec ton beans et surtout que tu obliges la plante à repomper pour refaire les branches et les feuilles que tu lui as piquées, que tu restes dans cette phase. Et tu rejoins après des raisins pas très mûrs où il faut effectivement parfois rajouter des trucs pour que ça finisse de fermenter. On n'a jamais d'arrêt de fermentation. Donc je fonctionnais toujours plutôt comme ça, c'est-à-dire que d'un côté je vois des choses, j'observe des choses, et derrière j'essaie de comprendre un petit peu ce qui joue, ou pourquoi. Les collègues qui me disaient ah ouais tes vignes elles restent vertes, ou tes vignes elles poussent, les notes elles s'arrêtent, parce que bon je pense que le coup de rognage que tu mets il bloque aussi un peu la plante, hein, le temps qu'elle redifférencie les méristèmes, qu'elle refasse des petites branches et des petites feuilles, tu le vois pas, elle le fait en fait, tu le vois pas, c'est tout. Tandis que là, une fois que tu fais tes 10 cm par jour, si tu ne les coupes pas, elle fait les 10 cm jusqu'à ce qu'elle n'ait plus besoin de les faire. J'aime bien dire qu'il faut un peu se mettre à la place du pied de vigne, tout comme à la place du lézard ou du papillon ou de l'origan. Mais le pied de vigne, c'est intéressant puisque c'est notre objet de réflexion. Et on sait finalement pas grand-chose là-dessus, sur la physiologie de la plante. Et là, tu as plein de cèpes morts. Ouais, donc ça c'est effectivement des cèpes qui étaient déjà morts quand j'ai repris. Ouais. Et que j'ai pas replanté. J'essaie parfois de les... Tu vois, mais même celui-là c'est un recépage, mais il n'est pas efficace, hein. Le cèpe est vraiment trop abîmé, quoi. On n'a pas tout. Mais c'était intéressant, bon, il faut dire que là on est sur la rupture de pente, hein, qui était la zone fragile, je pense, à l'époque où le sol n'était pas complet, quoi, hein. Ouais. Ça c'est grès rose, hein. Les azurés, il y a des abeilles. Donc il y a du monde, hein. Ça vit bien.